Woman Show. En fait, c'est entre parenthèses le woo. Ah, C'est une fois sur C'est inclusif, ouais. J'y mets, je suis pas une femme quand même. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, qu'est-ce qu'on cherche dans le vin, comment on le goûte? Il a du nez, hein. Wine Woman Show. Bon alors Tessa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre invité du jour? Bien, aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Luc d'Artigunave du Château Les Tuileries, qui est une propriété de 25 hectares en AOC Médoc. Yes. Tu tiens notre wine track? Bah évidemment. Bon, on va en changer aujourd'hui. Pourquoi? Il a restauré un vieux HY, il est magnifique et on va faire le tournage avec celui-ci. Ok, énorme. Yes. Direction Saint-Isidore-de-Médoc. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wine Woman Show avec un nouveau plateau, un magnifique HY restauré de main de maître en wine truck. Qu'on ne se retrouve pas pour une battle de moustaches parce que je suis sûr de la perdre, mais bien pour aller à la rencontre d'un vigneron médocain pur jus. Nous ne pouvons pas être plus sur ces terres ici à Saint-Isidore-de-Médoc puisque c'est ici qu'il est né. Je parle de Jean-Luc d'Artigunave. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. C'est parti avec Born to be Wine. Donc tu es né dans une exploitation Je suis né agricole. à ma maison, dans le centre du village Saint-Isidore-de-Médoc. Assez vite, tu fais un choix assez radical puisque tu pars faire tes classes à l'armée. Alors, c'est pas des classes, hein. Pas des classes. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon parcours scolaire ici dans le Médoc et au niveau de la troisième, je pouvais tenter le concours des élèves techniciens de l'armée de l'air. Donc c'est pas les classes. Les classes, on dit ça pour les appelés qui partent volontaires, ils étaient un peu obligés d'aller faire leur service militaire. Là, non, c'est un concours pour entrer dans une école qui prépare les techniciens de l'armée de l'air. Et donc un jeune médocain de la campagne qui se retrouve à l'armée, c'est un choc des cultures ou ça va? Comment ça se passe? Alors on n'est pas seul, hein. Les promos étaient de 300 élèves au début, hein. Il en sort 120, 150, mais c'est 300 élèves au début. Donc les élèves arrivent tout horizon, hein. Donc il y a des campagnards comme moi, il y a des gens de la ville, on voit de tout, tous les profils. Le plus dur c'est surtout le côté internat. À la campagne on est libre. On est dans la nature, on est dehors tout le temps. Là, c'est l'internat avec les contraintes d'internat et d'école militaire en plus. Ces contraintes, c'est quoi rapidement? Eh bien, on apprend beaucoup de choses, hein. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, hein. On apprend la politesse, l'hygiène et le respect. Le respect de tout le monde, de toutes les personnes. Et puis on apprend à travailler aussi parce qu'on n'a pas trop le choix. Ouais. Donc tout ça, ça te prépare à ton futur métier qui est donc technicien sur avion de chasse. Voilà. Qui est un métier, donc on reviendra dessus tout à l'heure, mais qui t'a apporté beaucoup de choses au niveau notamment du cadrage et de la méthode. Mais ouais. on y reviendra après. Donc tu es à l'armée, tu es technicien sur avion de chasse à Mérignac la plupart du temps, par quand tu es en OPEX, mais tu reviens quand même sur l'exploitation familiale, donner un coup de main régulièrement, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est-à-dire je perds jamais de vue l'exploitation familiale. C'est dans les gènes, ça reste. Même si on part loin dans différents pays, on est toujours heureux de revenir dans son village et dans l'exploitation. Et tu t'intervenais sur quoi là quand tu revenais comme ça ponctuellement? Alors, à l'époque, du fait que j'avais cette connaissance en niveau technique, c'était l'époque des premières machines à vendanger, ce qui fait que mon père souhaitait que je sois là pour les vendanges, et moi ça me dérangeait pas, je venais aux vendanges vraiment pour m'occuper et conduire les machines à vendanger qui étaient les premières de l'époque. Donc il y avait beaucoup de parties techniques dessus à surveiller et à entretenir. D'accord. Tu avais cet aspect-là donc pendant les vendanges et tu faisais d'autres choses dans l'année ou... Alors dans l'année, après, quand mon père a lancé la partie commercialisation en direct des vins de la propriété, avec un petit parasol et au cul de la voiture, comme on dit, sur les marchés, il s'est vite rendu compte que voilà, c'était là le contact direct avec le consommateur et c'était cette route qu'il fallait prendre.
Et donc je l'ai un petit peu accompagné aussi sur ces marchés. Et de là, on a un petit peu évolué sur les salons. Donc des salons dans différentes villes de France. Et donc là, je venais aider pour aller faire les salons. Je prenais mes congés pour aller aider faire les salons ou les vendanges. D'accord. Donc parce que ton père, à une époque, était à 95% négoce, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, 95, 99, oui, c'était très... Au début, c'était tout négoce. Hein. Après, un petit peu de vente en direct par ces marchés et puis ces foires. Et au fur et à mesure, voilà, on a fait Il a basculer. initié cette vente en direct en Oui. particulier, et toi, tu l'as renforcé Oui, de manière Ben, très forte, quoi. L'avenir était un petit peu là-dessus. Hein. Il arrive donc le moment où tu dois faire le choix, l'armée, l'exploitation, c'est ça, au bout d'à peu près 15 ans, Oui, voilà. Après mes 15 ans de service, j'avais choisi une nouvelle carrière, un nouvel objectif, c'est-à-dire dans ma partie technicien sur avion de chasse. J'avais passé les concours pour faire mécanicien navigant dans les gros transporteurs. Donc c'était une qualification supérieure et tout, mais il fallait reprendre un engagement de 10 ans pour compenser l'école que l'on faisait en plus pour ça. Donc j'avais bien réussi ce concours, mais quand j'ai proposé ça à mon père en lui disant de toute façon je ne pourrais pas revenir avant 10 ans, on a discuté, c'était pas ce qui était prévu. Donc du fait, j'ai fini avec quelques dernières OPEX en Afrique et j'ai quitté le monde militaire du fait que j'avais droit déjà à une petite pension. donc là tu bascules totalement. Ouais. Et donc tu as fait de l'armée, tu as aidé ponctuellement sur l'exploitation, mais j'imagine qu'en tant que vigneron, tu avais quelques lacunes à combler. Sur quels aspects tu as dû développer quand tu es revenu vraiment sur l'exploitation et tu as dû te reformer quelque part Des lacunes, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est pas du tout ma formation. Hein. Mes 3 années d'école étaient pour faire de la technique sur avion de chasse et principalement sur un réacteur. Quand on doit maîtriser une vigne et sa récolte, c'est pas la même. Il n'y a pas la même finalité et il n'y a pas la garantie de résultat qu'on peut avoir quand on répare un moteur. Donc il faut apprendre tout ce cycle végétatif qui est très technique et assez aléatoire aussi. Donc en revenant sur l'exploitation, je n'avais pas trop le temps parce qu'il fallait vite reprendre l'entreprise. Donc je me suis formé dans différents stages ou rencontres par le syndicat, par les ODG, par la fédération des vignerons indépendants auquel je fais partie. Donc on a beaucoup de petites formations internes, mais je ne pouvais pas rentrer dans un cycle d'une longue formation, faire ou un DNO, ou faire Sciences Agro, ou faire des choses comme ça. Je ne pouvais pas repartir, c'était trop long. Il fallait être actif et de suite. Donc de la formation, mais vraiment sur le tas aussi. Voilà, sur le tas, beaucoup avec les amis vignerons. Voilà, dans notre génération, on a beaucoup de collègues qui connaissaient déjà, qui eux avaient fait les formations Viti et qui m'ont accompagné ou qui m'ont évité de faire des erreurs. Peut-être on va faire un point d'abord sur l'exploitation. Donc tu as 25 hectares actuellement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, tu es accompagné par 4 personnes, deux dans les bureaux de la vigne. Oui. Donc, au bureau, non, il y a En permanent. Véronique, ta femme, mon épouse. Oui, à l'année, oui, tout à fait. 50% de ta commercialisation se fait donc vers le particulier directement. Oui. Et après, donc, le reste, c'est un peu de négoce d'export, c'est ça. Alors, export en direct et un petit peu de négoce. Enfin, tous les marchés possibles, on est preneur. Il n'y a pas de... Alors, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que tu as été à 30 hectares, oui. Mais tu as baissé volontairement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est à partir de 2018. En 2018, j'avais une importatrice chinoise, par le fait, et qui commençait à me dire que la Chine rentrait dans des difficultés un peu économiques et que cet engouement qu'il y avait pour les vins de Bordeaux en Chine allait faiblir. Donc, comme on était sur un plan de restructuration au niveau des vignes, les vieilles vignes, il fallait un petit peu arracher et replanter. Donc la première année, on a fait un petit peu de stand-by, dire on va voir la situation, comment elle évolue.
La situation n'ayant pas évolué dans le temps, même on sentait la dégradation qui arrive de plus en plus. J'ai dit, bon, on va continuer à arracher. On a arraché 5 hectares pour essayer un petit peu de rester dans le bon rythme au niveau de la commercialisation. Ouais, parce qu'en fait, porter des stocks, porter des stocks, ça a un coût. Oui, oui. Et derrière, si tu commercialises pas, ça peut déséquilibrer Ça a un l'alimentation. coût, et surtout, il faut valoriser. Si on valorise pas, si comme aujourd'hui, on fait un produit qui est pas du tout valorisé, au contraire dévalorisé, et que les ventes se font en dessous du prix de revient, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths spé ou maths sup pour comprendre qu'il va y avoir un gros souci. Ouais. Donc cette intelligence-là, moi je la trouve, enfin tu l'as eu très tôt, du coup 2018. Oui, c'est une intelligence ou pas intelligence, ça a été la réaction. Fallait avoir une réaction et puis mettre les choses en face les unes des autres et bien comprendre qu'il y avait une problématique. Hein. Nous, on est en direct, hein. On gère la vigne, on gère notre comptabilité, on gère notre personnel. Donc, on s'aperçoit que si ça va pas, quoi. Ouais. Donc revenons un peu sur la commercialisation. Moi j'aimerais que tu nous parles beaucoup des salons. Tu es vraiment un spécialiste des salons. Alors spécialiste, peut-être pas, mais j'aime ça. J'aime bien aller au salon, j'aime bien être au contact du client. C'est peut-être fatigant, mais c'est plaisant et c'est très instructif. Tu as un retour direct là, De suite, on comprend pourquoi un vin plaît ou ne plaît pas, les tendances du marché, pourquoi, voilà, est-ce qu'on va faire des ventes sur certaines villes et pas, enfin tout ça, ça apprend énormément. Tu sais combien de salons tu fais par an? En gros, je dois faire 22 salons au niveau de la France et toute la France. Hein, sauf la partie sud où je vais pas trop, vers la Provence ou comme ça, parce qu'ils ont quand même pas mal de vin. Mais il y a 22 salons, plus notre saison d'été avec le magasin qui nous prend 3 mois. C'est pas 3 mois de salon parce que j'ai quand même eu personnel, mais j'aime bien y aller, j'aime bien être à ma petite cave. Et il y a des week-ends, tu me disais, tu peux être sur 2-3 salons à la fois, vous oui. répartissez. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les dates peuvent se chevaucher. Hein. Et donc il faut trouver un arrangement. Alors bon, avec mon fils qui vient m'aider, on fait les arrangements. Il peut partir d'un côté un salon et moi de l'autre. Tu fais pas mal de salons donc, avec les vignerons indépendants, tu en parlais tout à l'heure, pour lequel tu es engagé depuis des années. Oui. Et tu es même formateur des novices un peu sur les salons, c'est Alors ça? formateur, c'est ce qu'on va proposer à nos adhérents. On peut faire formateur pour les aider, ou les adhérents peuvent venir nous voir. Comme on est des vieux des salons, ils viennent nous voir. Ils savent qu'ils peuvent avoir quelques conseils au minimum. Non, surtout, je suis dans l'organisation. Hein. Pendant très longtemps, j'ai été dans la partie organisation au niveau national des salons nationaux et vignerons indépendants. Et également, aujourd'hui, je me suis consacré plus à l'organisation au niveau des salons régionaux avec notre fédération de Bordeaux et d'Aquitaine. On organise nos propres salons. Et donc là, je participe à l'organisation de ces salons en tant que commissaire des salons. D'accord. Tu peux nous dire rapidement, quand on se prépare pour faire un salon en tant qu'exposant, qu'est-ce qu'on doit penser? C'est très long à préparer un salon. Si on veut le faire bien, c'est très long. Et aujourd'hui, ça peut être encore plus long et plus fastidieux parce qu'il y a les réseaux sociaux. Hein. Et si on est un as des réseaux sociaux, c'est encore beaucoup de travail à faire en plus. Si on reste sur le plan de base, un salon, ben, ça va se préparer des mois et des mois avant. Ça, c'est pour la partie technique, c'est-à-dire prendre son inscription. Les hôtels, parce qu'aujourd'hui, c'est très très dur de trouver un hôtel quand il y a des gros salons autour, ou alors à des prix prohibitifs. Donc il faut organiser ça. On s'organise aussi nos petits restos, parce qu'on a les bonnes adresses à repérer. En effet, c'était plutôt important de bien savoir. C'est important aujourd'hui. Donc, pas oublier sa liste des petits restos sélectionnés par les collègues ou par nous-mêmes. Est-ce qu'on aura bientôt un guide des restaurants par ville, par Jean-Luc Non, j'en suis pas là quand même. Et après, il y a la préparation vraiment du salon par lui-même, qui va être les invitations à faire parvenir aux clients et par courrier, parce qu'on a toujours cette méthode,
et par mail, par réseau. Et donc ça, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il y a quand même 2 personnes au bureau qui gèrent. Donc préparer un courrier qui puisse attirer le client aussi. Il y a toute une réflexion, ça fait partie des formations que l'on peut faire au vigneron indépendant. Parce qu'un courrier dire je vous invite au salon, ça ne marche pas. Il va falloir ça, et puis il va falloir une présentation, un nouveau produit, une petite carotte, quelque chose qui donne envie, qui donne faim au client pour venir. Et donc organiser tout ça, et puis après l'organisation sur place du salon, savoir préparer son stand et préparer sa grille de tarifs correctement et savoir recevoir un client dès le début. Tu sais combien de personnes tu invites en moyenne par salon? Ah, c'est hyper variable ça. Parce que si c'est un petit salon, je sais pas moi, sur Brest, ça peut être 200, 300, 400 invités. Si on fait un général sur un gros salon Paris, Porte de Versailles ou comme ça, c'est 1200, 1300 clients à inviter. Le nord de la France, pareil, avec les étrangers, avec les Belges et les Flamands, on est pratiquement à 700-800 invitations. Chaque salon, de toute façon, on a un retour. Dans tous les salons, chaque client est noté, facturé. Il est classé dans l'informatique par email, par courrier, par panier, son potentiel. Tout doit être. C'est des arguments après pour pouvoir inviter quelqu'un ou faire des invitations spéciales des fois pour des beaux clients et être sûr qu'ils viennent. D'accord. Donc il y a un vrai suivi très pointu. Oui, plus c'est pointu, plus le retour sera bon. Et sur le salon en lui-même, si tu devais donner quelques conseils, tu m'avais parlé de la pas de chemise verte, par exemple. Ah oui, alors ça c'est... Il y a des tenues qui sont un peu à éviter. Déjà au moins avoir une tenue toujours propre, c'est le respect du client et puis c'est le respect du produit. Nous, le vin, j'estime que c'est un produit qui doit nécessiter beaucoup d'hygiène. Et il faut faire ressentir ça au client, quoi. Que tout soit toujours propre et sur le comptoir et sur nous-mêmes. Il y a ça. Puis après, le client, il faut savoir l'accueillir. Déjà, on lui dit bonjour. C'est des choses simples. Des choses simples. Évident, oui. Bonjour, sourire, être ouvert, ouvert à la dégustation et puis parler du vin. Pas trop longtemps parce qu'on n'est pas là pour raconter toute notre vie non plus, mais les choses essentielles aux clients. Ouais, c'est ce subtil équilibre entre Ouais, parler, voilà. donner un peu de caractère derrière la personne qui est derrière la bouteille. Oui. Tu me dis sans tomber non plus dans le... Non, parce qu'il y a des clients, si on laisse, ils vont rester 2 heures devant le stand si on en parle trop. C'est bien, mais pour le marché, c'est pas bon. Mais ça, on l'apprend beaucoup aussi par les salons, et notamment si on pratique des très gros salons, c'était les styles salon agriculture, foire de Paris, où là on voit les vendeurs professionnels, c'est pas les meilleurs, mais dans la vente oui, après dans la qualité et la technique qu'ils utilisent, c'est pas toujours terrible, mais c'est des grandes leçons. Ok, ouais, donc il faut toujours observer et puis Toujours. en tirer ses propres conclusions. Comme les clients, on les observe. Un client, il a une position, en fonction de la position, ça c'est des petits trucs dans la tête, mais s'il y a un pied en travers, on dit attention, tant qu'il a le pied en travers, c'est qu'il est toujours prêt à partir. Il faut arriver à le recentrer sur nous et être bien face à lui pour savoir est-ce qu'il est potentiellement client ou pas. Tu as des clients que tu retrouves régulièrement comme ça, avec qui tu arrives à tisser un peu du lien du coup? Sur les salons, en grande partie, je sais pas moi, minimum 50%, c'est du client fidèle, suivi, et qui vient pour nous voir, pour parler des produits, parler des vins qu'il a dans sa cave, avoir quelques conseils supplémentaires et goûter les nouveautés. C'est du client. On a un pourcentage à chaque fois de nouveaux clients, c'est ce qui nous intéresse pour nos fichiers, c'est-à-dire créer de la nouvelle clientèle. Mais on veut absolument voir les anciens. Ça, c'est très important, voir son client. Tant qu'on est sur les salons, peut-être on peut dire un mot sur les vignerons indépendants. Donc c'est un organisme professionnel. Oui. Et c'est une fédération. Fédération. C'est loi 1901. Loi 1901. Et à l'origine, c'était quand ça a été créé, puisque mon père a été un des précurseurs
Ça n'existait pas à Bordeaux. Il avait fait son adhésion, je crois, à Cahors, et le bureau était à Orange. C'est un groupe de vignerons qui avait créé cette association pour la défense du métier. L'origine, c'est ça, c'est défendre le métier de vigneron, c'est-à-dire la personne qui plante sa vigne, élève sa vigne, fait son vin et commercialise son vin. Voilà, ça c'est le métier du vigneron indépendant. C'est là que j'y vois la différence avec nous, en tant que Médoc au Médoc, qui sommes là, organismes professionnels, mais pour le produit. Et Oui. donc là, c'est le métier et nous, c'est le produit. Et les deux, des fois, évidemment, enfin, la plupart du temps, vont dans le même sens. Et puis, il y a des fois, il faut protéger le produit des producteurs qui ne jouent pas le jeu. Donc, c'est cette nuance-là qui est l'intérêt d'avoir ces deux organismes aussi, qui ne sont pas les deux seuls d'ailleurs. Là, il y a la Fédération des caves coopératives. Voilà, c'est-à-dire que si on avait un pendant, nous, ça serait la coopération. Voilà, vigneron indépendant, c'est la représentation d'un métier où on doit tout faire de A à Z. Et la fédération des coopératives, qui, elle, c'est un apporteur de raisins à la COP. Voilà, c'est deux choses différentes qui arrivent à la fin au produit, toujours. Juste pour illustrer ton engagement quand même, donc tu as été médaillé du mérite agricole, c'est ça, avec un grade en plus officier. Officier. Les chevaliers et officiers depuis 2 ou 3 ans. Ouais. Donc tout ça, ça montre ton engagement que tu as depuis des années. Oui, c'était la suite aussi à mes 12 ans de président des vignerons indépendants de Gironde. Mon engagement syndical en même temps, parce que bon, être président c'est une chose, mais après c'est les fonctions que l'on occupe à l'intérieur de la fédération, c'est-à-dire responsable de la commission salon, responsable de la commission syndicale, où j'ai toujours gardé, je garde toujours aujourd'hui, je suis secrétaire général toujours à la fédération d'Aquitaine, et je garde toujours mon engagement syndical et la représentation syndicale aussi au niveau régional. Et je siège au niveau national chez les vignerons indépendants à Paris. En tout cas, avec tout ce que tu fais, cet engagement en plus, je pense qu'on peut vraiment te remercier au nom de la profession, parce que des gens qui s'engagent, il y en a de moins en moins, et c'est important. Il faut se faire plaisir, il faut aimer, et quand il y a des choses à dire, au lieu de rester dans son coin, on peut les dire ou rapporter ce que les collègues trouvent en difficulté, ou faire évoluer aussi la profession. Il faut du monde pour faire évoluer, et surtout en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire encore. C'est sûr. Bon, pour revenir un peu à la vente, donc ces salons, tu as mis en place quelque chose pour rebondir un peu sur ces clients que tu rencontres à travers la France. Tu mets en place des journées portes ouvertes au château en avril. Oui. Alors qui ne sont pas des journées portes ouvertes telles qu'on peut les imaginer par ailleurs, à savoir le château est ouvert, les gens qui passent. Bon, là, tu invites carrément tes clients à venir faire un grand repas médocain, c'est ça? Tu peux nous donner tout à fait. Enfin, c'est l'opportunité aussi, par mes salons, d'avoir un gros fichier client de particuliers, de professionnels aussi, mais d'inviter mes clients une fois par an. On fait une invitation générale aujourd'hui, par email, ça se fait au niveau national et même sur l'étranger, et on fait 2 journées portes ouvertes avec un bon repas plutôt gastronomique. Bon, bien sûr, il y a la visite des chais, on démarre par la visite des chais, présentation de l'exploitation, et ensuite on se retrouve à table avec un repas plutôt gastronomique et des produits essentiellement du Médoc. Là derrière, des jeux, tombola, animation, enfin voilà, on fait un petit peu de tout. Ok. Et donc c'est bien pour entretenir ce lien, parce que tu me disais, quand ils viennent au château, c'est pour la vie, quoi. Oui. Voir. Ça, c'est ce qu'on peut ressentir sur un salon. Un salon, bon, des fois, on oublie, parce qu'on voit quand même pas mal passer de monde. Puis les gens, ils nous disent, mais on était passé vous voir. Quand on vous dit ça, déjà, on est passé vous voir à l'exploitation, on sait que le client, déjà, il a bien les 2 pieds en face, il vient pour acheter du vin. C'est pas pour faire une découverte ou juste se faire plaisir. Voilà, ça c'est important. Une exploitation, si l'accueil a été bon, la visite leur a plu, le lieu, ils s'aperçoivent que c'est vraiment technique et que l'exploitation est bien là, il n'y a rien de caché, on fait des jolies choses et on travaille normalement comme un vrai vigneron. Donc quand ils viennent, ça renforce l'amour qu'ils ont pour la propriété ou le vin. Et ça se transmet même aux enfants des fois, quoi. Oui, alors
Ça, c'est le grand travail qui serait important aujourd'hui, parce que l'éducation pour le vin, on parle plein de choses, faire par les réseaux, ainsi de suite, mais la première éducation, c'est quand les parents éduquent les enfants à goûter des bonnes choses. Des bonnes choses et savoir les accommoder avec des bons plats. Ou des fois, on commence par un bon plat et on dit, mais avec un bon plat comme ça, on peut mettre un vin qui va être... Et pas boire n'importe quel vin qui peut un peu dissuader les jeunes de consommer derrière. Et ça, nous, on a dans les salons vignerons indépendants, on a une très très grosse clientèle de jeunes qui viennent découvrir, parce qu'ils vont découvrir des variétés différentes, des produits différents, des pépites, des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est là l'importance des nouveautés dont tu parlais tout à l'heure. Oui, Quoi. oui. Toi, ta dernière nouveauté, donc après, non, c'est pas une nouveauté, c'est un renouveau, c'est ça? Sur laquelle? Sur le blanc, 96 ans. Le blanc, oui, ça c'était la première année de récolte cette année. Hein. Ces blancs ont été plantés il y a 3 ans, mais bon, hein, pour faire la récolte, il faut quand même, comme tu le sais, un certain temps. Et surtout, pour arriver à faire une récolte qui serait un peu de qualité quand même, il faut un certain temps. Donc cette année, on a fait la première récolte de blanc, oui. Ouais, il y a une attente dessus. De plus, on avait quand même préparé, parce que pareil, dans les salons, les clients, on les prépare à la nouveauté qui va arriver l'année suivante. L'année suivante, on sort telle ou telle chose, ça va être intéressant. Donc déjà, ça met la petite carotte pour l'année suivante. Ils se disent, il faut qu'on y aille, parce que l'année dernière, il a parlé de nouveautés. Et là, c'était les blancs. Les blancs ont été une nouveauté, et c'est vrai qu'ils ont été vendus un peu trop vite. Ouais. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Bon, ces portes ouvertes, c'est un moment très convivial, mais je crois aussi que c'est quand même, au niveau commerce, pas trop mal. Tu me disais 5 palettes en moyenne? Oui, c'est le but. C'est-à-dire que sur ces journées-là, toujours pareil, il y a une petite carotte avec des produits, soit des produits des nouveautés, soit des petites promos pour que les gens profitent. Puis il y en a qui viennent de loin, c'est leur journée de ravitaillement, ils en profitent. Il y en a qui viennent de l'étranger même. Quoi. Oui, ouais, c'est Suisse, beaucoup. Ouais, la Suisse, Allemagne. Voilà. C'est un sacré événement quand même. Oui. Parce qu'on est en avril, on n'est pas un peu le mois de juillet. J'ai les soupçons de venir pour le repas et l'ambiance aussi. Ouais, je soupçonne aussi. Ouais. Bon, à côté de ça, tu mets un autre système en place, celui des primeurs. Oui. Alors, pas au sens dégusté par les professionnels. Enfin, là, c'est des primeurs qui sont à destination de tes clients. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu leur proposes avec ce système de primeurs? Alors, je mets en place le système des primeurs, il existe, c'est pas moi qui l'ai inventé. La seule chose, c'est que moi je le réserve principalement à mes particuliers qui peuvent chaque année, en début d'année, connaître l'historique de l'année, de la récolte, la qualité, tout ce que je peux en dire. Hein. Je fais ça sur un journal où j'explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Les dégustations, comment on organise une dégustation, comment on peut conserver les vins, enfin plein de petits conseils, et en même temps je fais une proposition sur le dernier millésime récolté avec une offre en primeur, d'achat en primeur, qui est dégressive en fonction de la quantité bien sûr, et surtout déjà un prix attractif pour le client. Donc c'est un primeur qui est rendu au domicile, le client s'occupe de rien du tout, il a juste il faut qu'il envoie le bon et qu'il nous fasse le règlement. Oui. Voilà, ça c'est assez essentiel. Important, ça. Voilà. Et donc là-dessus c'est pareil, c'est répétitif et c'est vraiment les clients très habitués, mais qui en même temps vont me chercher d'autres clients parce que plus on monte dans la quantité et plus le prix est attractif. Ce qui fait que mes clients deviennent un peu mes commerciaux. Parce que je crois que tu fais 160 expéditions, tu me disais. Oui, en expé, je ne me rappelle plus trop le chiffre, mais en gros, c'est au moins 25 000 bouteilles dans une année faste. Ouais. J'ai regardé, ça fait entre 100 et 150 bouteilles par expédition, donc j'imagine qu'en effet, les gens derrière, ils se regroupent à plusieurs et que ça fait du bouche à oreille. Oui, c'est hyper des fois, il y a des petits, il y a des clients habitués, ils commandent juste 36 bouteilles tous les ans, ils approvisionnent leur cave de cette manière-là. Sur ce journal-là, tu donnes comme conseil de ne pas remettre le même bouchon sur la bouteille. Jamais. Ouais. Un bouchon, on utilise des bouchons en liège naturels. C'est pas du PVC, c'est pas du plastique, c'est du naturel. On l'a massacré avec le tire-bouchon, on l'a percé. Il peut y avoir des petits bouts de bouchons qui pendent. Et surtout, c'est que le client, bien souvent, il remet son bouchon, mais il le met à l'envers.
C'est plus facile à faire entrer. Ouais. Vu sa forme et l'étranglement qu'il y a dans la bouteille, obligatoirement, la partie propre qui est face au vin habituellement va se retrouver en haut, et la partie qui va avoir moisi moyennement dans la cave, quand on garde les vins ou sous sa capsule, ça peut moisir, cette partie-là on va la mettre face au vin. Un vin c'est comme un bébé, de suite il respire, il capte tout ce qu'il a autour de lui, et s'il y a une mauvaise odeur il peut la prendre, ça ne sera pas beaucoup, c'est à peine. D'accord. Mais bon, le premier verre qu'on se resserre, il y a un doute, on peut. Suivez C'est bien pas une ce obligation, conseil. on peut. Voilà. Suivez bien ce conseil. Je le découvre avec vous. Bon, dernier point sur ce Born to be Wine. On parlait de tes enfants, enfin de ton fils de Jérémy tout à l'heure, mais donc tu as 2 enfants. 2 enfants, 2 garçons. Que tu as inspiré les 2, mais de manière très différente, Voilà. parce que ton aîné est commandant de bord sur... Ouais, il est pilote de ligne et commandant de bord dans une compagnie aérienne. Donc là, bon, l'aspect... C'est la aérien, partie voilà. un peu avion, technique avion, enfin c'est l'aviation un petit peu. Hein. Il a été dans le bain de l'aviation et il a voulu voir ce que c'était, puis il y est resté quoi. Et Jérémy, lui, il a pris la partie viticole, du coup. Et Jérémy a pris la partie Viti. Il est sur une start-up, là, c'est ça? Tu peux nous en parler un Alors, petit peu? Jérémy donc, a fait Sciences Agro et donc était un G Agro partie Viti. Et il a un poste dans une start-up qui s'appelle Chouette, qui est une start-up qui développe la cartographie des vignobles. Donc la cartographie des vignobles, c'est connu, hein, ça se fait par avion à l'époque, par hélicoptère, après ça a été par drone, et ça existe toujours par drone. Eux développent un système, c'est des caméras qui sont infrarouges, qui sont sur les tracteurs en permanence. Et ce qui fait que ça rend un état du vignoble en permanence, ça enregistre et ça renvoie sur le programme de cette application qui permet d'avoir tous les soirs le rendu de la propriété ou du moins de l'endroit où les tracteurs sont passés dans la journée. Et un tracteur, en 3-4 jours, il passe sur toute la propriété ou il passe s'il y en a plusieurs. Hein. Tu parles de rendu, c'est rendu sur... Alors le rendu au niveau des carences qu'il peut y avoir sur la vigne, des maladies, tout ce qu'on peut détecter, tout ce qu'ils ont réussi à rentrer dans leur IA qui va cerner toutes les problématiques de la vigne. Donc, très pointu. Ouais, donc, Oui, c'est pour ça que j'en dirai pas plus. écoute, moi, on m'a parlé de Jérémy, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec toi. Parce Ah que bon on m'a dit qu'il retapait des vélos. Alors, pour l'instant, il n'y en a que vélo, il n'est pas encore en white track. Vélo, scooter, vieux scooter des années 30. On l'a vu, il est très ingénieux aussi avec sa start-up. Ses vacances, il les passe sur les salons avec toi. Oui, oui. Et on m'a dit que... comme C'est un bon certain- vendeur. Il a été bien formé, je crois, mais il est bon. Ouais. il a des bons gènes. Comme un certain Jean-Luc, on m'a dit qu'il était un peu chien-chat avec son père. En plus de ça... Oui, ça arrive toujours. Donc, tu vois Il y a les bons côtés, certains parallèles. et puis des fois il y a des petites accroches, mais c'est logique, hein, je crois. Et donc, bon, la question qui en découle, c'est au fond de toi, tu aimerais que ce soit l'un de tes fils, mais qui reprenne la propriété. Oui, c'est une exploitation familiale. On est à 5 générations et on n'a vraiment pas envie que ça disparaisse. Nous, on prend, on crée ou on embellit, voilà, et après on passe. Notre métier, c'est ça uniquement. On n'est pas dans le style de dire voilà, on est arrivé d'ailleurs, on a acheté, on a fait un outil, puis on le vend pour valoriser. Non, c'est une exploitation familiale, donc il faudrait que ça reste quand même dans la famille, tant que les choses sont possibles aussi. Oui, voilà. tout à fait. Après, on ne va pas forcer les gens. S'ils ont des beaux métiers à côté, bon, il y en a un qui est pilote de ligne, lui dire t'arrêtes, tu viens à la vigne, surtout aujourd'hui. C'est peut-être pas la chose à faire. Jérémy, c'est pareil, il a un joli métier. Lui dire quitte de suite et viens, bon. Et j'ai connu ça dans le passé, puisque j'étais ailleurs, je venais un peu, je suis reparti, je revenais, et progressivement, un jour ou l'autre, on revient à ses bases. Bon, écoute, on verra ce que l'avenir Exactement. nous réserve. Ouais. Merci beaucoup Jean-Luc pour cet échange. On va pouvoir passer à la deuxième rubrique, celle de Tessa, avec Enquête de potin. Oh la balance.
Alors Jean-Luc, on le sait, tu es plutôt doué de tes mains et ingénieux. Tu arrives à te débrouiller et à bidouiller, avec pas grand-chose parfois apparemment, et on m'a d'ailleurs dit que ça faisait bien plaisir à tes collègues de l'armée lorsque tu étais capable de lancer une pêche à l'écrevisse avec des tambours de machine à laver et un morceau de poulet. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, mais c'est un autre contexte, ça. Mais c'est-à-dire qu'à l'armée, on apprend quand même à la survie. Mhm. Bon, là, c'était pas le cas. Je crois que ça devait être sur Cazaux, ça. Mhm. Ouais, on était en campagne de tir à Cazaux. Et c'est vrai que le soir, au camping, on s'est aperçu qu'il y avait des écrevisses dans le petit ruisseau qui passe à côté. Et on a dit, mais pourquoi pas pêcher? Certains ne savaient pas parce qu'ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas vraiment dans la campagne. Et donc, on a lancé une pêche. On a trouvé un vieux tambour de machine à laver et on a pêché les écrevisses qui étaient très bienvenues après à l'apéritif. Oh. Ouais. Bon d'ailleurs, ton ingéniosité elle a l'air d'être assez innée, puisque dès tout jeune, tu as réfléchi à comment avoir un chauffeur pour conduire l'Ami 6. Je ne savais pas personnellement que les chiens étaient de si bons pilotes, tant qu'on tourne en première. Oui, alors... Ah, vous allez chercher loin quand même. Hein. C'est un peu les débuts, comme disait Stéphane tout à l'heure. On a commencé avec les vélos, les mobylettes, et après les premières voitures, là, c'était sympa. C'était une Ami 6. Une Ami 6. Et on jouait beaucoup avec, mais en restant dans la propriété. Je précise, on n'allait pas encore sur les routes, ou pas trop. Et on avait un chien à l'époque, un pointer qui était toujours avec nous. Et un jour, on a décidé de le mettre au volant de la voiture. La voiture tournait en rond dans le pré. Hein. Il passait pas les vitesses ni quoi que ce soit. Et il conduisait la voiture. Et puis nous, on était ou sous le capot ou ailleurs pour faire des photos avec un chien qui conduisait la voiture. C'est excellent. Quelle idée. Oui, quelle idée, c'est vrai. Bon, on l'a compris, tu es donc débrouillard, mais aussi un peu casse-cou. Ça t'a valu quelques surprises, si j'ai bien compris, notamment une histoire de moto, de pique-nique du dimanche et de vase jusqu'au réservoir. Est-ce que ça te dit quelque chose? De vase. Jusqu'au réservoir de la moto. Ah oui, parce qu'en moto, j'ai fait de la moto pendant longtemps, et notamment quand j'étais en école militaire, où j'ai eu, c'est vrai, quelques accidents. Là, non, c'est plutôt un gag. C'était une moto, un gros trail, et sur notre bon estuaire de la Gironde, on avait trouvé un endroit qui était magnifique. Et on était heureux, comme tout, de faire notre trace le long de la rivière, mais côté haut sur les graviers, sauf qu'au bout, c'est la vase, à l'estuaire. Et ça, on s'en est pas méfié. Et ce qui fait qu'à un moment donné, est arrivé ce qui devait arriver, c'est que tout a été au fond et la moto, ça a été pratiquement jusqu'au réservoir. Parce que la vase de la rivière est très très molle. Et comment Mais tu bon. sors une moto quand c'est comme ça? Ça a été très long. ça a été très long. On était méconnaissables, la moto également, mais on a sorti, bien sûr, avant que la marée remonte. Vous deviez sentir beau en plus. Ça sent pas mauvais, la vase. Enfin, nous, on est à la campagne, on est habitués. La vase, on a toujours, tout petit, on a toujours joué à la rivière. J'ai appris à nager à l'estuaire et j'ai pas appris à nager dans une piscine avec un maître nageur. C'était sauve-toi et nage. Et on nageait, tous les gamins du pays nageaient et se baignaient à la rivière. Bon, du coup, le pique-nique mouillé, hein. Pique-nique, oui, vaseux. Et donc, quand on est capable de sortir une moto de la vase, réparer la piscine de l'hôtel cassé depuis des années en Centrafrique, c'est du gâteau, pas vrai? Oh, mais là, vous Est-ce avez que été c'était chercher des copains qui étaient avec moi en mission OPEX à Bangui en 1960 et quelques, ouais. Et est-ce que c'était pour te faire pardonner d'avoir cassé la porte en tirant à l'arc que tu as réparé la Oh piscine? là là, tout ça. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Donc, l'arc, non. C'était un retour de soirée, voilà. On avait bien vécu. Et on a voulu essayer les arcs. Mais c'était l'arc du gardien de l'immeuble, d'ailleurs, que je lui avais acheté en rentrant. Bon, j'étais pas dans un état très joli, donc je lui ai acheté son arc. Et j'ai voulu essayer l'arc dans le couloir de l'hôtel. Mais c'est un arc africain, hein, c'est très artisanal. Mais ça tire bien et ça plante dans les murs. Il se défendait avec ça nous faisait rigoler, mais non, ça se défend bien. Et la piscine, oui, on était parti en opération un peu subitement. Et quand on a été logé dans un hôtel en Centrafrique, il y avait bien une piscine, mais elle était qu'avec des grenouilles et une petite flaque au milieu.
Sympa. Donc comme on reste en gros 45 jours sur place, on a dit c'est pas possible de ne pas avoir une piscine, surtout dans les pays chauds. Donc on s'est mis en quête avec certains collègues de remettre tout ça en route et ça a fonctionné. On a trouvé. Bon, c'est pas- Même au fond de l'Afrique, on arrive à trouver des pièces pour réparer une piscine. Où on les fabrique. Bah, c'est top. Moi, je vais poser toutes mes petites questions. Ah, ça va. Ouf. S'il y avait pire que ça. Ah, Après, on aurait dû creuser. ils ont été sympas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à plus tard. À plus tard. C'était ça. Jean-Luc, on va attaquer la rubrique En vrac, la rubrique où les questions s'enchaînent sans aucun lien entre elles. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. On va donc commencer par l'armée. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce métier que tu avais? L'armée, c'est un métier, là. C'est un métier très, très technique. Hein. Travailler sur avion et de plus sur avion de chasse. C'est pour ça que la formation est assez longue. C'est ce qu'aujourd'hui, dans le civil, c'est ce qu'on appelle l'ingénieur aéro, quoi. Ce qu'a fait mon fils aussi avant de faire pilote de ligne. Il a commencé par ingénieur aéro. Donc c'est un super métier. Si on devait comparer, c'est travailler sur une Formule 1 et travailler dans une concession Renault ou Citroën, quoi. Ouais. C'est pas les mêmes choses, c'est pas le même métier. Donc il y a ce côté-là, et après le fait que j'étais dans un escadron opérationnel pour intervenir à chaque fois qu'il y avait des petits soucis dans un pays où s'il fallait aider, apporter notre assistance. Donc on était en OPEX. Toi en OPEX, donc ça veut dire qu'il y avait des avions sur place? Oui, où on partait avec. Quand c'était déclenché, style les événements du Tchad en 1980, il a fallu partir directement de Bordeaux. Donc on part en général avec quatre avions de chasse, un transporteur mais ravitailleur en même temps. Ce qui fait qu'on part avec nos avions, notre matériel, nous on est dans l'avion de transport. Et en vol, on va les ravitailler, il y a le ravitaillement pétrole en vol pour aller jusque dans le pays où on doit aller. Si tu me disais, un avion il volera pas tant que toi tu n'auras pas donné ton feu vert. Ah oui, non, ça c'est impératif. Un pilote sans mécanicien ne peut pas voler. C'est une mise en œuvre, hein. C'est une mise en œuvre, c'est une machine qui est quand même complexe. Il peut partir avec, mais il y a des risques quand même. Hein. Donc, quand il part et quand il revient, tout doit être maîtrisé, tout recontrôlé. Là, il n'y a pas droit à l'erreur. Alors, c'est là où on rejoint, sûrement tu vas y arriver, pourquoi je suis un peu maniaque dans ce que je fais ou dans mes voitures, c'est que j'ai été formé à ça tout petit. Parce que l'armée, je suis rentré, le concours, je l'ai passé à 15 ans. Hein. Et après, j'ai été éduqué vraiment dans le milieu militaire et dans ce genre de métier. On a droit à 0 erreur. Son avion, il ne s'arrête pas au bord de la route quand il est en panne. Si en panne, il tombe. Ouais. Et s'il tombe, c'est pas bon pour les techniciens derrière. Des vies entre tes mains, quoi. Il y a, oui, bon, il y a le siège éjectable si on veut, hein, encore. S'il marche. Si, ça fonctionne très bien. Mais bon, c'est pas toujours agréable de faire un siège, c'est plus 18G. Ça fait mal au dos. On va parler maintenant œnotourisme. Donc, ton père a enclenché d'aller sur le marché de Montalivet. Déjà, si tu peux nous dire un mot sur ce marché, parce qu'il m'a l'air quand même très spécial. Le marché à Montalivet, il est toujours très spécial, mais il a toujours existé. Aujourd'hui, il a pris une grande ampleur. C'est un marché qui est vraiment... Il a lieu tous les jours. Il est très grand et aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de rencontre. Tous les touristes qui sont sur la région, ou même ils peuvent venir de très loin, hein, de l'autre côté de Royan ou du bassin d'Arcachon, les gens viennent voir le marché Montalivet parce que c'est un petit peu le rituel au marché. On vient manger les huîtres et boire le blanc et voir plus, s'encanailler un petit peu toute la matinée sur le marché, après avoir fait les courses, bien évidemment. Mais c'est ce côté convivial, festif, un petit peu sur le marché, qui en fait un marché qui est atypique et qui n'existe qu'à Montalivet. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était plus parce que ce qui drainait vraiment la clientèle au Montalivet, c'était les centres naturistes. Et c'était le plus grand centre européen, c'était le CHM à l'époque, qui a été le premier centre naturiste. Aujourd'hui, il y en a 2, CHM et Euronat.
Et ça attire vraiment beaucoup de monde, et notamment beaucoup d'étrangers qui viennent sur ces centres et qui viennent au marché et qui font des achats. Et comme ça, on pouvait commercialiser nos produits. Et donc là, encore un bel exemple de ce petit plus que tu as, de cette réflexion, de cette approche que tu as. Tu t'es dit, bon, c'est bien d'aller sur le marché, y être en permanence, c'est mieux. Donc là, tu vas nous parler de la chapelle, du coup. Ah, ma chapelle. Oui, c'est-à-dire que bon, le marché, j'ai pris la suite de mon père, et comme on dit, comme un bon vieux paysan, il faut savoir investir aussi. Il ne faut pas dépenser son argent. Aujourd'hui, on le voit bien. Il faut investir pour l'avenir. Et à cette époque, c'est vrai que j'avais investi sur un vieux terrain avec une vieille maison dessus qui fait l'angle du marché. Et du fait que je pratique beaucoup les salons, j'ai dit ça c'est une royale. Dans un salon, on appelle une royale quand on a vraiment une jolie place, bien dans un angle, avec le public pas face aux toilettes, vraiment dans le centre. Ça s'appelle une royale. Et là, cette maison, j'ai dit ça c'est une royale sur ce marché Montalivet. Et donc à l'époque c'était abordable, c'était quelque chose qui restait dans des coûts traditionnels. J'ai acheté cette maison qui avait un tout petit garage à côté. Et du coup, j'ai dit, tiens, j'ai acheté une licence, ce qui m'a permis de faire un petit bar à vin dans ce garage, avec la cour à côté, qui, bon, c'était le côté sympathique et amusant. Les clients aimaient bien venir s'y amuser, c'était un peu la fête quand même aussi. Mais ça fidélisait les clients et je pouvais commercialiser mes produits. Et les gens, quand ils finissaient le marché, parce que du fait que j'étais chez moi sur mon terrain, j'ai le droit de commercialiser jusqu'à 2 heures du matin, la réglementation d'un commerce traditionnel, alors que le marché ferme, lui, à 14 heures. Donc les gens, c'était bien souvent, bon allez, maintenant on va à la chapelle. Ils appelaient ça la chapelle, ce petit garage où on pouvait boire des canons et acheter du vin jusqu'à pas d'heure. Ça, c'est une expression du Nord, tu me disais, de faire chapelle? Alors, faire chapelle, c'est autre chose. Ça, c'est pendant le carnaval de Dunkerque. Faire chapelle, c'est ouvrir sa maison à tout le monde. On ouvre la maison, on met à manger, à boire partout sur les tables dans la maison, et tout le monde rentre. Déjà, on ne sait pas qui c'est puisque tous les gens sont déguisés, et on fait chapelle. C'est-à-dire, on accueille. Et c'est pas cet esprit-là qui a donné un petit peu, ouais. Mais j'offrais pas tout, je commercialisais aussi un peu. Ouais. Et la chapelle est devenue cathédrale, c'est ça? Et oui, en 2010, bon là il fallait commencer à revoir un petit peu tout ça, et puis l'opportunité et puis la position de ce terrain méritait mieux. Donc j'ai rasé cette chapelle, ce petit garage et cette maison pour construire une vraie cave à vin, bar à vin qui aujourd'hui, bon, c'est plus spacieux, c'est plus grand, et donc les clients disent ouais c'est plus la chapelle, c'est la cathédrale. Ok, bon, mais l'esprit est toujours là. Oui, l'esprit est là, c'est toujours le caveau des Tuileries, c'est la cave où on peut retrouver tous mes vins et puis en même temps profiter, boire du vin et manger des tapas le midi pendant le marché de Montalivet. Un conseil, venez sur le marché de Montalivet et passez à la cave des Tuileries. Caveau des Tuileries, et sans problème. un petit tapas. On va parler voiture maintenant. Il y a 2 aspects dans les voitures. Parce que donc, tu aimes le ski et la sensation de vitesse. Et ça, tu as l'air de le retrouver aussi dans l'automobile. Parce qu'on m'a dit que tu faisais beaucoup notamment de karts, de compétition de karts. Oui, c'est vrai que mon plus gros palmarès, le plus haut niveau, le plus gros, c'est le kart. Tu es même prêt à faire du Saint-Ysan-Cabourg en estafette. Oui, ça c'est pour les championnats de France, on allait très loin, hein, c'est aux 4 coins de la France. Mais à l'époque, voilà, pour transporter le matériel, c'était pas les petits camions ou les fourgons que l'on a aujourd'hui. C'était l'estafette Renault, la plus vieille, c'est ça, l'estafette Renault, et Saint-Ysan, Cabourg. Cabourg en estafette Renault avec tout le matériel de kart dedans, au moins 2 châssis, 4 moteurs, les pneus. Il restait plus beaucoup de place. J'imagine. Et arrivé là-bas, en plus, camping fermé parce que vous êtes arrivé trop tard, c'est ça? Oui, bon, après, c'est pas grave. On dormait au milieu des pièces, des pneus dans l'estafette ou à côté. Ça dérangeait pas.
tu as cette passion du karting. Ouais. Tu l'as développé ici dans le Médoc avec des courses de tondeuse, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, enfin, développé. J'ai accompagné un ami qui a eu l'idée, hein, qui a émis l'idée un jour, parce qu'on faisait du karting après, hors compétition, on en a fait pendant un grand moment, on s'était retrouvés quelques anciens, et on aimait bien passer nos dimanches à refaire du kart sur la piste de Montalivet ou Bordeaux. Et puis donc dans l'équipe, il y en a un qui était concessionnaire en motoculture, de plaisance. Et un jour, il dit à mon épouse, on va faire des courses tondeuses. Et mon épouse est toujours partante, elle, hein, ce sport mécanique, tout ce qui est rapide, ski, tout ça. Bien trouvé. Elle est partante. Donc il a lancé cette idée. Et bon, donc lui, il connaissait parfaitement les tondeuses. Et il savait aussi les modifier pour qu'elles aillent beaucoup plus vite. Et donc pendant pas mal d'années, donc on avait un time de tondeuse de course. On peut retrouver les images sur internet, c'est assez Ah oui. impressionnant. Ouais, il me semble. Ouais. que ouais, en effet. Mais ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours. Ah oui, les tondeuses existent toujours. Il y a eu différentes catégories aujourd'hui, mais la catégorie d'origine de l'époque existe toujours. Hein. Et donc à côté de ça, tu as aussi des voitures Ouais. de course, enfin je sais pas comment on dit, mais Oui, il y en a une qui est un petit peu réservée à ça pour aller se faire plaisir sur les pistes. tu vas sur les circuits de Ouais, temps en temps te ouais. faire plaisir. Ben, c'est dans les gènes, hein, le volant, après la piste. Autant on peut pas. Tu pourrais me dire pourquoi tu fais pas du rallye, puisqu'il y a du rallye ici dans le Médoc. C'est deux choses différentes. Celui qui fait de la piste fait de la piste, celui qui fait du rallye fait du rallye. Voilà, et moi, par le kart, c'est de la piste, c'est la précision de la piste. Ok. Et l'autre aspect automobile, c'est que donc, comme on peut le voir avec ce Oui. magnifique HY, tu restaures des vieilles voitures et tu en fais. Alors là, bon, là t'as poussé jusqu'à l'extrême. Oui. Tu as réaménagé ça c'est assez incroyable. Hein. Il y a des caves à vin, il y a une cafetière, il y a un évier. Qu'est-ce que tu nous as Il y a dit? tout le confort, il y a la cafetière, il y a le micro-ondes, il y a les caves à vin, il y a tout ce qu'il faut pour travailler et la survie, toujours. Ça revient le côté militaire, dans la machine à café et le petit micro-ondes au cas où. Et donc, ça t'a pris que 2 ans, ce que tu me disais. Ah, celui-là, 2 ans, ouais, ça va. Ça a été plus... Bon, je voulais le faire vite aussi, donc j'ai pas trop traîné. Il y a eu beaucoup de soirées très très tardives et pratiquement tous les jours pour le finir. Du fait que là, j'étais en train de joindre le côté agréable au côté utile. C'est-à-dire, je rends ma passion utile. Oui. C'est-à-dire avec ce HY, ou certaines foires ou certains marchés, on pourrait dire, bon, c'est lourd à déménager, tout ça, pour aller faire certaines foires. Là, c'est que du plaisir. Ah oui, enfin, donc on a notre wine truck aussi, et c'est vrai que quand on l'a pas, on voit la différence. Ah oui, Quand oui. tu commences à Ouais. sortir un barnum, il faut brancher le frigo, le machin. Là, tu l'ouvres, tu branches, Voilà. t'as tes caves, t'as ton vin à température du coup, et puis t'as les verres à dispo là, et puis c'est hyper agréable et ça attire les gens en plus quoi. Celui-là, il doit attirer. On est confortable d'une part, et après on a la capacité à faire une dégustation vraiment dans les bonnes températures, avec les bonnes choses, tout Ce qui est pour hyper faire. Ouais. Et donc tu restaures aussi des voitures. ouais. Là, c'est... Donc ça c'est la passion, là, il y a- après c'est plus long, hein. Si on prend l'attraction, ça a mis 8 ans. Mais bon, il n'y a pas d'urgence. Quand on fait ça, c'est plaisir il y a tout le plaisir de conduire une voiture, de la présenter aux gens qui admirent ça, et ils sont très contents. Mais aussi le plaisir de la monter. Rester sur ces vieilles mécaniques qui ne sont pas les mécaniques d'aujourd'hui, tout se fait, tout se modifie, tout se répare. Voilà, il y a un aspect mécanique qui est très important. Et on passe du temps à faire de la mécanique, mais c'est un plaisir, quoi. Des fois, on peut être 2-3 copains, on se met dans le garage, et puis, ou chez l'un ou chez l'autre, et on refait des vieilles mécaniques. Ouais, c'est une vraie passion quoi. Ouais. Et donc tu t'en sers aussi un peu d'accroche évidemment de communication, j'ai vu sur ton Ah oui. site internet, Ouais. et puis les gens qui sont intéressés par ça aussi, ça... Et attiré, ouais. oui. Alors, du fait que c'est sur mon site, et ça
Ça se sait, même dans les salons des vignerons indépendants, on est très nombreux, je suis très connu aussi, depuis le temps, j'y suis depuis le début. Et dès que quelqu'un parle de voiture ancienne, tout de suite, il dit allez voir Jean-Luc là-bas. Et même dans la clientèle, les gens qui ont vu ça sur Internet, la présentation des voitures, ou qui voient qu'il y a des vieilles voitures, celui qui est des collectionneurs et amateurs de voitures anciennes, bon, passe me voir. Et c'est une bonne clientèle aussi. Et souvent, ouais, ils s'intéressent Oui, au vin aussi. C'est vrai. En général, oui, ça va avec. Quand on a des véhicules anciens que l'on restaure avec passion, des choses comme ça, on aime la bonne table et on aime les bonnes bouteilles aussi. Ouais. Ça va avec. J'ai jamais vu une sortie en véhicule ancien où les gens buvaient de l'eau. Avec toi, ils sont servis du coup. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres gens, il n'y a pas de souci. Ouais, très bien. On va terminer par la tradition. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre comme mot médocain? Ah, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ont dû être déjà cités. Quelques épisodes déjà en effet. Alors, il y en a peut-être un, du fait que je suis aussi, en même temps, j'adore la pêche. Il y a le boudic. Boudic, c'est le ver de terre. D'accord. Voilà, on appelle un ver de terre, on appelle ça un boudic. C'est un peu, alors je sais pas si ça fait partie du patois ou si c'est un mot qui a été lancé comme ça et puis on l'utilise et on l'utilise tellement qu'on peut même le déformer. D'accord. C'est-à-dire Des fois, bon, les gamins, ça aurait pu m'arriver des fois aux gamins leur dire mais qu'est-ce que tu boudiques? Boudique, ça tourne en rond, quoi. Ça se tord, ça tourne en rond, ça bouge pas, ça avance pas. Okay. Quand on n'avance pas, tu boudiques. Ok. Voilà. Et le mot, c'est le boudique, c'est le verre. Okay. Bon, après, il y en a plein. Par la pêche, il faut passer prendre ses boudiques. Voilà, exactement. Avant d'aller à la pêche, on va chercher les boudiques. Parfait. Bon, écoute, merci beaucoup Jean-Luc. Merci à On va toi. passer à la dernière rubrique, celle de la dégustation, puisque c'est Tessa qui a testé ton wine. Stop tout en place, je suis prête à en découdre. C'est déjà l'heure d'une nouvelle chronique. Cette fois, je vous propose d'embarquer avec moi sur la route du château des Tuileries pour aller déguster une bouteille un peu particulière, l'intégrale des Tuileries. Une forme inhabituelle qui fait son petit effet, une étiquette texturée et d'un orange vif, un packaging qui marque les esprits. Si j'ai bien compris, dans cette bouteille, Jean-Luc, tu as mis un pari, celui de la vinification intégrale en barrique. Alors j'ai hâte de découvrir ce qu'elle a sous le capot. Allons-y, en route Simone. Il est l'heure de passer la seconde et d'attaquer la dégustation du vin. On ôte son chapeau de cire pour découvrir sa couleur intense, profonde, dirais-je même que j'apparente plutôt à un rubis personnellement. Cette couleur m'annonce déjà une dégustation assez unique. Allez, j'appuie un peu sur le champignon et je passe au nez. Tout de suite me viennent les épices, le boisé, la notion de chaleur et un peu de fruits qui s'ajoutent à tout ça. Pourquoi, me direz-vous ? Je ne sais pas encore exactement, je crois que je vais devoir attendre de passer l'examen gustatif pour éclaircir tout ça. Alors goûtons. Et là, je dois dire que ce vin m'étonne encore. Il mobilise toute la bouche dès la première gorgée. Il laisse s'exprimer toute sa puissance entre ses tanins, la structure qui porte parfaitement l'alcool, l'expression du fruit sur une belle acidité et ses notes toastées. Je commence enfin à comprendre pourquoi il m'inspirait la chaleur. Je lui trouve un vrai tempérament de feu. Sans vouloir rouler des mécaniques, il me semble que l'on peut qualifier ces arômes d'empyromatiques. À la lumière de cette dégustation, je pense pouvoir dire qu'on n'a pas affaire à n'importe quel engin, mais peut-être bien à un ovni. Bon Jean-Luc, est-ce qu'avec cette dégustation j'ai fait crisser tes pneus, ou ai-je réussi à cerner un peu le profil de l'intégrale? Dans tous les cas, je te remercie pour cette très jolie découverte. Merci pour l'ovni. J'adore, j'avais pas pensé à ça. Bon alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de la vinification intégrale en barrique? Alors, la vinification intégrale, j'ai rien inventé. Hein. C'est une vinification qui existe. Pareil, si on a fait ça, c'était un petit peu par rapport à mon fils, qui, quand il a fini son diplôme d'ingénieur, a vinifié dans pas mal de pays du monde, et notamment aux États-Unis, où là, c'était une propriété spécialisée sur les vinifications intégrales. Okay. Du fait, on a souhaité développer ça chez nous, ça existait déjà, mais comme il avait vu de plus près, on a développé ça. La vinification intégrale, ça consiste à mettre directement les graines de raisin dans la barrique, hein, qui a été travaillée exprès pour ça avec une trappe afin de recevoir le raisin.
Donc les graines de raisin sont directement incorporées dans la barrique. La barrique est posée sur un berceau avec des roulettes. Ok. Et au lieu de faire des remontages ou du travail par pompe, ainsi de suite, sur le vin, c'est uniquement le fait de tourner la barrique. Plusieurs fois dans la journée, on va tourner la barrique pour immerger le marc de raisin et que le travail de fermentation se fasse vraiment sous marc immergé. Donc la vinification va se faire intégralement là-dedans, la fermentation alcoolique. Quand ça va être fini, on sortira le raisin bien sûr pour presser, remettre les jus et aussitôt après derrière dans la barrique, là, toujours la même barrique, c'est quand même des barriques haut de gamme aussi. Au niveau des bois, c'est des premiums assez haut de gamme. Donc l'élevage se fera, voilà, l'assemblage, l'affinage, ainsi de suite. Et l'élevage se fera aussi dans ces barriques également. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le vin, depuis son départ de la graine de raisin jusqu'à la fin, à la mise en bouteille, il va avoir fait pratiquement 3 ans dans sa barrique. Ok. Voilà. Et l'assemblage qui est hyper particulier aussi, hein. C'est là où tu retrouves tes notes fruits rouges, 3 notes assez marquées et différentes, parce qu'on a 3 cépages pour un tiers chacun, hein, c'est-à-dire un tiers de Merlot, un tiers de Cabernet Sauvignon et un tiers de Petit Verdot qui va amener cette note un peu cassis et violette aussi, qu'on peut retrouver dans le vin. Et après, ton côté épicé, bien sûr, c'est la barrique, hein, une barrique de chêne haut de gamme, hein, qui amène ce côté toasté. Enfin, pour moi, c'est un pied de nez que tu fais là, parce que on n'arrête pas de dire que il faut arrêter les vins boisés, les vins qui ont beaucoup de structure et tout ça. Et sur cette cuvée-là, je précise, mais tu t'es amusé justement à dire, c'est pas parce que les gens disent il faut absolument ne plus faire que je vais arrêter de faire, non? Enfin, j'imagine que Je suis médocain. Moi, je suis né dans le Médoc. Je suis bien dans le Médoc. Le Médoc, c'est un vin, c'est un style de vin. Le Médoc. Il faut pas abandonner ce style de vin. Soit il faut faire des nouveautés, il faut créer peut-être des vins modernes, mais et la mode, il n'y a rien qui se démode plus vite que la mode. Donc il faut faire des vins modernes, soit il faut le faire, mais il faut jamais perdre notre image de base qui est le Médoc. Le Médoc, voilà, c'est un vin qui est élevé en fût, mais il faut que ce soit bien fait aussi. Faut pas faire des vins agressifs. Et là, on a une clientèle aujourd'hui. Alors moi, je disais pépite. Toi, tu nous as dit ovni. C'est bien. Ça me fait encore plus plaisir d'entendre parler d'un ovni qu'une pépite. Les gens sont à la recherche de ce genre de produit. Et je fais différentes cuvées, que ce soit un 100% petit verre d'eau également, ou une cuvée en vieille vigne, pareil, qui est 2 ans en fût neuf. Mais elle n'est pas marquée barrique. Du moins que le produit a la matière et la rondeur, la douceur, et à la fin ça fera un joli produit. Il faut qu'il soit soyeux à la fin. Donc ça reste des vins typiques, mais par contre c'est vraiment un vrai Médoc, mais très abordable à la dégustation ou à la consommation. Ça n'empêche pas d'à côté faire un vin qui a que du fruit, hein. Du fruit, des bulles, ce qu'on veut. Le côté moderne, pourquoi pas, hein. mais ça participe à la diversité des produits. Mais moi, je veux jamais perdre mon image de base. Voilà, le Médoc, ce Médoc, c'est le Médoc. On garde le Médoc, ça n'empêche pas. À côté, on fait des choses. On fait du rosé, on fait du blanc. Mais même à l'intérieur du Médoc, il y a oui. des cuvées assez différentes. Oui. Et il y a de la place pour tout, à mon avis. Et c'est bien d'avoir des gammes élargies, comme tu as, en effet, même avec d'autres couleurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Il faut une gamme. Hein. Il faut un monoproduit. Ça n'intéresse pas les gens. Hein. Et le consommateur est à la recherche de nouveautés, et surtout les jeunes. Les jeunes, ils cherchent les pépites et les ovnis. Ils aiment bien ce genre de choses. Mais ils aiment aussi le discours qui va avec. Ouais, il faut bien leur expliquer le discours, comment on a fait, pourquoi ces arômes, pourquoi ces goûts, pourquoi cette rondeur, pourquoi la douceur ou pas. Voilà, ça c'est important. Un vin a une histoire. S'il n'a pas d'histoire, c'est pas un vin. Ouais. Donc on mise sur la proximité. Oui, tout à fait. Pour ces vins, comment les gens peuvent les acheter? Comment ils peuvent y accéder? Partout, on est partout. Non, malheureusement. Ici, nous, c'est principalement dans la vente en direct.
Après, par différents réseaux, c'est les salons. Hein. Et la présence sur les salons est très importante. Et puis bon, depuis le temps que je fais mes salons, on rencontre du particulier sur les salons, mais on rencontre des distributeurs aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais. Comment ils savent sur quel salon tu vas être? Ils peuvent te dire je suis dans telle région de France. Mes clients? Ouais. Non, mais mes clients, ils le savent, ils sont Non, mais invités. quelqu'un qui justement qui découvre par exemple le podcast, qui se dit j'irai bien à la rencontre de Jean-Luc s'il passe vers chez moi. C'est pas du tout compliqué. Il ouvre Internet, il regarde mon site, et sur mon site, il va y avoir les dates de rendez-vous des salons. Okay, dans la page actualité, il va trouver normalement mes dates de salon, les villes dans lesquelles je vais pouvoir être. Donc châteaulestuileries.com. Châteaulestuileries.com. Et donc il y a une boutique en ligne en plus. Boutique en ligne, oui. Oui. Et sur Instagram, c'est Château les Tuileries Médoc. Médoc, oui. Alors Instagram, je dirais pas beaucoup de choses, c'est mon fils qui gère. Pas trop, moi je regarde un petit peu. C'est lui qui gère et c'est lui qui fait les parutions. Okay. Et il m'interdit d'en faire. Tu vas trop en faire, ou tu vas faire des choses qui conviennent pas. Il faut être très carré et bien surveiller ce que l'on fait, quoi. Parfait. Merci beaucoup Jean-Luc. Je vais juste rappeler aux gens que s'ils aiment le Wine Woman Show, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de liker, c'est de partager autour d'eux, c'est vraiment de nous noter avec des petites étoiles sur les réseaux, et puis surtout aussi de commenter parce qu'on aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez. Merci encore Jean-Luc pour ton accueil et pour tout ce que tu nous as partagé, tous les petits tips que tu nous as partagés. Là, j'espère que ça va donner des... Ouais, ça aurait pu durer plus longtemps encore, mais bon... On est limité. On refera une autre fois. Tout à fait, avec plaisir. Je te dis à bientôt. Merci. Merci Tessa et à bientôt pour un nouvel épisode. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler tant que vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit.